Arrête de faire la comédie pour attirer l'attention, a hurlé ma mère alors que je m'effondrais. Quand mon nouveau médecin a vu mes résultats d'analyse, elle a immédiatement appelé les services de protection de l'enfance. Le visage de mes parents est devenu livide lorsqu'ils ont appris ce qu'ils avaient ignoré. Je m'appelle Sophie Mercé. J'avais 16 ans le matin où ma mère m'a accusé de faire la comédie alors que je m'effondrais devant elle. Arrête de faire la comédie pour attirer l'attention, a-t-elle hurlé. Je m'agrippais au rebord du comptoir de notre cuisine, essayant d'empêcher la pièce de basculer. Ma bouche semblait tapissée de sable. Chaque respiration venait trop vite, mais d'une manière ou d'une autre, aucune ne semblait me donner assez d'air. Je ne fais pas la comédie, ai-je chuchoté. Mes genoux se sont dérobés avant que je ne finisse ma phrase. Le comptoir a glissé de ma main. Mon épaule a heurté un placard, puis le côté de mon visage a frappé le sol. Pendant quelques secondes, je pouvais encore tout entendre. Mon frère de 12 ans, Ethan, a renversé son bol de céréales. Mon père a reculé sa chaise. Ma mère continuait de répéter mon prénom, mais elle semblait en colère plutôt qu'effrayée. Puis tout a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, papa était accroupi à côté de moi, une main sous ma tête. « Sophie, tu m'entends ?» J'ai essayé de répondre. Ma langue semblait trop lourde. Ethan se tenait près de la table, me fixant avec les deux mains plaquées sur la bouche. Maman ramassait déjà son sac à main et ses clés de voiture. « Elle est consciente ?» a-t-elle dit. « Relève-la. Son rendez-vous est dans 40 minutes. » Papa l'a regardée. « Laura, elle vient de s'évanouir et elle a un rendez-vous chez le médecin. C'est là que nous allons. » Il a hésité. Pendant une seconde d'espoir, j'ai pensé qu'il appellerait peut-être une ambulance. Puis maman l'a fixé et cette hésitation familière a pris le dessus. Papa m'a aidé à m'asseoir à la place. « Tu penses que tu peux te tenir debout, Soph ?» Je ne le pouvais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. C'était ce que je faisais dans notre famille. Je rendais tout ce qui m'arrivait plus facile pour tous les autres. Papa a soutenu la majeure partie de mon poids en me guidant dehors. Maman marchait devant, grommelant que mon nouveau pédiatre mettrait enfin un terme à toute cette comédie. Le rendez-vous était censé être un examen de routine pour le certificat médical scolaire. Mon ancien cabinet de pédiatrie avait fermé et j'avais besoin d'un nouveau médecin pour approuver mon retour aux activités périscolaires. Maman croyait qu'une fois qu'un professionnel m'aurait déclaré en bonne santé, je n'aurais plus aucune excuse. Elle ne comprenait pas que le rendez-vous allait prouver exactement le contraire. Au moment où nous sommes arrivés à la clinique, je pouvais à peine marcher sans aide. J'avais vidé ma bouteille d'eau dans la voiture, mais la soif était déjà de retour. Maman m'a vu la secouer. « Tu viens de tout boire. J'ai encore soif. Tu te rends malade en t'obsédant pour la moindre petite sensation. » Papa l'a entendu. Il n'a rien dit. La réceptionniste m'a jeté un seul coup d'œil et a appelé une infirmière au lieu de tendre à maman les formulaires habituels. Moins de 5 minutes plus tard, j'étais allongé sur une table d'examen pendant que le docteur Naomi Chen vérifiait ma respiration, mon pouls, ma tension artérielle et mes yeux. Elle ne m'avait jamais rencontré auparavant, mais elle a remarqué plus de choses dans ces premières minutes que mes parents n'en avaient admis depuis des semaines. « Depuis combien de temps perd-elle du poids ?» a demandé le docteur Chen. Maman a croisé les bras. Elle ne mange pas correctement parce qu'elle est angoissée. Je mange, ai-je dit. Maman m'a regardé d'un air sec. Sophie. Le docteur Chen s'est retourné vers moi. Depuis combien de temps as-tu aussi soif? J'ai essayé de compter à l'envers, mais mes pensées continuaient de glisser. Un moment? Des semaines, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Est-ce que quelqu'un a vérifié sa glycémie récemment? Maman a répondu avant que je ne le puisse. Ce n'est pas un problème physique. Elle souffrait d'anxiété quand elle était plus jeune et dès que l'école devient difficile, elle se fixe sur des symptômes. Le docteur Chen ne s'est pas disputé avec elle. Elle a ordonné un test immédiat par piqûre au bout du doigt et a demandé un échantillon d'urine. Le lecteur de glycémie n'a d'abord pas pu afficher une valeur numérique normale. Il a affiché un avertissement. L'infirmière a répété le test. Le deuxième résultat était bien au-dessus de 4 cents. Toute l'attitude du docteur Chen a changé. Elle est restée calme, mais la pièce autour d'elle s'est soudainement animée plus vite. Une autre infirmière a apporté du matériel.
Du sang a été prélevé. Un récipient a été placé sous mon bras au cas où je vomirais. Maman a fait un pas en avant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Sophie a besoin d'un traitement hospitalier d'urgence pour son anxiété. Non. Ce seul mot a fait taire la pièce. Le docteur Chen a commencé à organiser le transport en ambulance. Maman s'y est opposée immédiatement. Nous l'avons amenée ici en voiture. Son père peut la conduire si elle a réellement besoin d'un hôpital. Elle est confuse, sévèrement déshydratée et produit une grande quantité de cétone. Elle ne repartira pas dans un véhicule privé. Le visage de maman s'est durci. Vous la connaissez depuis 10 minutes. Et ce que j'ai observé pendant ces 10 minutes est suffisant pour savoir que retarder le traitement serait dangereux. Papa s'est rapproché de maman. Dangereux à quel point? Le docteur Chen l'a regardé directement. Potentiellement mortel. Le visage de papa a perdu toutes ses couleurs. Maman ne l'a pas accepté. Elle a insisté sur le fait que les résultats devaient être faux. Elle a dit que j'avais mangé quelque chose qui interférait avec le test. Elle a demandé un autre avis et a attrapé ma veste. Le docteur Chen s'est interposé entre nous. C'est alors qu'elle a demandé à une infirmière de rester avec moi et a emmené mes parents dans la salle de consultation attenante. La porte ne s'est pas fermée complètement. Je pouvais entendre la voix de maman monter. Je pouvais entendre papa essayer de la calmer. Puis j'ai entendu le docteur Chen poser des questions sur les rendez-vous précédents, les inquiétudes de l'école et les messages d'une autre clinique. La pièce est devenue silencieuse. 1 minute plus tard, le docteur Chen est revenu à son ordinateur. Elle a examiné quelque chose dans mon dossier médical transféré, puis m'a regardé. Sophie, as-tu parlé de ces symptômes à tes parents? Mon estomac s'est noué. J'ai regardé vers la porte entrebâillée. Oui. Combien de fois? Je ne sais pas. Plus d'une fois. J'ai hoché la tête. Maman est revenue dans la pièce. Elle exagère. Vous ne pouvez pas traiter tout ce qu'elle dit comme des faits. Le docteur Chen a regardé ma mère, puis mon père. Ensuite, elle a ramassé le téléphone. Elle a d'abord appelé les services médicaux d'urgence. Le deuxième appel était pour les services de protection de l'enfance, CPS. Maman l'a fixé. Vous appelez la protection de l'enfance parce que notre fille fait de l'anxiété? Je fais un signalement obligatoire parce qu'une mineure gravement malade a décrit des demandes répétées d'aide médicale. Son état actuel indique que ses symptômes n'ont pas été pris en charge et ses tuteurs résistent encore à un traitement d'urgence. Papa a agrippé le dossier d'une chaise. Le visage de maman est devenu livide. Mais l'appel à la protection de l'enfance n'était que le début. Les résultats sur l'écran du docteur Chen montraient que quelque chose se passait dans mon corps depuis des semaines. Quelque chose qui aurait pu me plonger dans le coma. Quelque chose qui avait déjà laissé une trace dans mes dossiers scolaires, une visite aux urgences, notre portail patient et un cahier caché sous mon matelas. Je ne savais pas encore quelle était cette maladie. Je ne savais pas non plus ce qu'on avait déjà dit à mes parents. Si vous avez déjà lutté pour faire croire à quelqu'un que ce que vous viviez était réel, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Cela aide des histoires comme la mienne à atteindre des personnes qui pourraient avoir besoin qu'on leur rappelle que demander de l'aide n'est pas la même chose que chercher à attirer l'attention. Pour comprendre pourquoi un médecin qui me connaissait depuis moins d'1 heure a appelé les services de protection de l'enfance, nous devons remonter 10 semaines en arrière, au moment où je faisais encore plus confiance à mes parents qu'à mon propre corps. Avant de devenir la fille malade de ma famille, j'étais la fille fiable. Je me réveillais avant mon réveil, je maintenais mes notes élevées, je travaillais plusieurs après-midi par semaine comme aide à la bibliothèque publique et je demandais rarement quoi que ce soit à mes parents. Maman me disait mûre. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'étais commode. Ma mère, Laura Mercé, avait 44 ans et gérait un cabinet dentaire très fréquenté. Elle s'occupait de nos rendez-vous, des papiers d'assurance, des formulaires scolaires, du calendrier familial et du portail médical. Elle aimait les systèmes parce que les systèmes lui obéissaient. Si un rendez-vous n'était pas écrit sur son calendrier, il n'existait pas. Si une information n'était pas passée par elle, elle la considérait comme peu fiable. Si l'un de nous se souvenait d'un événement différemment, sa version devenait la version officielle. Mon père, Daniel, avait 47 ans et supervisait les opérations d'un entrepôt.
Il était doux de toutes les manières qui ne lui demandaient pas de tenir tête à qui que ce soit. Papa élevait rarement la voix. Il m'apportait du thé quand j'étudiais, faisait chauffer la voiture les matins de froid et laissait des encas à côté de mon ordinateur portable quand je travaillais tard. Mais chaque fois que maman se mettait en colère, il se retirait. Il appelait cela préserver la paix. Pendant des années, j'ai pris cela pour de la gentillesse. Mon jeune frère, Ethan, avait 12 ans. Il était drôle, curieux et observait constamment les adultes autour de lui pour savoir ce qui ne présentait pas de danger. Quand maman riait, il riait. Quand elle rejetait quelque chose, il le rejetait aussi. C'était ainsi que les enfants survivaient dans notre maison. Nous apprenions sa version avant de former la nôtre. La façon la plus simple de comprendre ma famille était d'imaginer une ligne invisible traversant chaque pièce. Maman se tenait devant. Papa se tenait un pas derrière elle. Ethan et moi étions censés rester de l'autre côté. La plupart du temps, c'est ce que je faisais. 3 ans plus tôt, quand j'avais 13 ans, j'avais été suffisamment harcelé pour commencer à faire des crises d'anxiété à l'école. Ma poitrine se serrait, mes mains tremblaient et je devais parfois quitter les pièces bondées. Au début, maman m'a aidé. Elle a assisté à des réunions, m'a trouvé un conseiller et m'a rappelé que l'anxiété n'avait rien de honteux. Mais une fois les crises devenues moins fréquentes, le diagnostic a changé de sens dans notre maison. Ce n'était plus quelque chose à quoi j'avais survécu, c'était devenu une explication que maman pouvait utiliser chaque fois que j'exprimais un inconfort. Si je me sentais dépassé, c'était de l'anxiété. Si je n'étais pas d'accord avec elle, c'est que je devenais émotive. Si j'avais besoin d'être seul, c'est que je faisais à nouveau une crise. La possibilité que quelque chose d'autre ne tourne pas rond survivait rarement assez longtemps pour être envisagée. Un soir, je suis rentré épuisé après les cours et un quart de travail à la bibliothèque. Maman se tenait au comptoir en triant le courrier en piles bien rangées. « Tu as oublié de mettre le linge dans le sèche-linge » a-t-elle dit. « Je suis désolé. Je vais le faire maintenant. »« Tu as dit ça hier. » »« Je sais. J'ai juste été vraiment fatigué. » Elle a arrêté de trier. Il y avait un avertissement dans la façon dont elle m'a regardé. Fatigué ou dépassé? Juste fatigué. Parce que nous ne allons pas revenir à ce qui s'est passé en 5e. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. J'ai reconnu le schéma. Il n'y avait pas encore de schéma. Il n'y avait qu'une lessive oubliée et une sorte d'épuisement que je ne pouvais pas expliquer. Papa est entré par le garage pendant que nous étions encore là. Maman lui a dit que je redevenais anxieuse à cause de l'école. Il m'a jeté un coup d'œil. L'année de première est stressante, sauf. Et c'est peut-être de dormir plus. Je dors. Alors réduis peut-être le travail à la bibliothèque. Je voulais qu'il me demande à quoi ressemblait cet épuisement. Je voulais qu'il remarque que mes jeans étaient devenus larges à la taille ou que j'avais commencé à me frotter les yeux parce que les mots sur les panneaux éloignés s'élargissaient parfois. Au lieu de cela, il a embrassé le sommet de ma tête et a apporté le courrier dans la salle à manger. Ethan m'a croisé en montant à l'étage. « Ne commence pas à faire une crise », a-t-il dit en imitant parfaitement maman. Il le pensait comme une plaisanterie. Maman a ri. Papa a fait semblant de ne pas entendre. J'ai ri aussi, parce qu'admettre que cela faisait mal ne ferait que confirmer ce qu'ils croyaient déjà sur moi, que j'étais une personne dépendante de leur attention. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à la personne que j'avais travaillé si dur à devenir, fiable, calme, peu exigeante. Je croyais que ces qualités me protégeaient. Je pensais que si je ne causais jamais de soucis, mes parents me prendraient au sérieux dans la rare occasion où je dirais que j'avais besoin d'aide. Je ne comprenais pas que chaque année de silence les avait entraînés à s'attendre à encore plus de silence. À 2h11 ce matin-là, je me suis réveillé avec la langue collée au palais. La soif était si intense qu'elle m'a effrayé. Je suis descendu, j'ai rempli un verre au robinet et je l'ai bu sans m'arrêter. Puis je l'ai rempli encore et encore. Au 3e verre, j'ai su que quelque chose ne allait pas. Mais la maison était calme. Maman travaillait le matin. Le quart de travail de papa commençait tôt. Ethan avait l'école. Alors je suis retourné dans ma chambre sans réveiller personne. Ce fut le premier avertissement que mon corps m'a donné. Et tout comme ma famille me l'avait appris, je l'ai gardé pour moi. Pendant les jours qui ont suivi,
J'ai essayé de me convaincre que cette soif ne signifiait rien. J'apportais une bouteille d'eau à l'école et la remplissais entre les cours. Puis j'ai commencé à la remplir pendant les cours parce qu'attendre 50 minutes me semblait impossible. L'eau ne m'aidait jamais longtemps. Je buvais jusqu'à ce que j'aie mal à l'estomac et, quelques minutes plus tard, ma bouche était de nouveau sèche. J'ai aussi commencé à demander à aller aux toilettes si souvent qu'un professeur m'a arrêté après le cours. Est-ce que tout va bien, Sophie? Je crois que oui. Tu as quitté ma classe 3 fois cette semaine. J'ai fixé le sol. J'ai juste bu plus d'eau. Elle m'a suggéré de rendre visite à l'infirmière scolaire. J'ai promis de le faire, puis je suis retourné en cours sans le faire. Aller voir l'infirmière signifiait expliquer un symptôme. Expliquer un symptôme signifiait risquer une autre leçon sur l'anxiété. Il me semblait plus facile de continuer à avancer. À la bibliothèque, se concentrer est devenu difficile. Les chiffres sur l'écran de l'ordinateur se floutaient si je les fixais trop longtemps. Ranger des livres me laissait les bras tremblants. J'ai commencé à m'asseoir sur le sol au bout de chaque rayon pour que les usagers ne me voient pas me reposer. Ma superviseuse l'a remarqué. Tu as l'air épuisé. Je vais bien. Tu as dit ça 3 fois. Je suis resté éveillé pour étudier. Cette explication l'a satisfaite parce qu'elle ressemblait à quelque chose qu'une élève responsable pourrait faire. Ma famille a accepté la même explication jusqu'à ce que les symptômes commencent à les impacter. Un samedi matin, maman a trouvé 3 verres vides à côté de l'évier de la cuisine. C'étaient tous les tiens. Oui. Tu dois arrêter de laisser de la vaisselle partout. Je suis désolé. Pourquoi bois-tu autant? Je ne sais pas. J'ai soif tout le temps. Elle m'a étudié un instant. Penses-tu que le fait de te concentrer dessus aggrave les choses? Non. Tu faisais ça avec ta respiration. Tu avais peur de ne pas pouvoir respirer. Puis tu surveillais chaque inspiration jusqu'à paniquer. C'est différent. L'expression de maman a changé. Elle n'aimait pas cette phrase. Différent suggérait que son explication pouvait être incomplète. Comment ça? Je n'ai pas peur. J'ai juste soif. Si tu n'étais pas anxieuse, tu ne te disputerais pas avec moi à ce sujet. J'ai apporté les verres au lave-vaisselle et j'ai arrêté de parler. C'est devenu le schéma. Je rapportais quelque chose de physique. Maman le traduisait en quelque chose d'émotionnel. Si je contestais la traduction, la contestation devenait la preuve qu'elle avait raison. Papa remarquait parfois des éléments de ce qui se passait. Il m'a vu agripper la rampe d'escalier un après-midi après que j'ai eu un vertige à mi-chemin. Il s'est précipité derrière moi et m'a attrapé par le coude. Oula. Doucement. Je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Mon cœur s'est soulevé. J'ai tout le temps des vertiges. Il a posé le dos de sa main contre mon front. Tu n'es pas chaude. Je ne pense pas que ce soit de la fièvre. As-tu mangé? Oui. Il a regardé vers la cuisine où maman préparait le dîner. Ta mère a dit que tu étais anxieuse à cause de l'école. Je ne suis pas anxieuse. Je ne dis pas que tu le es, mais le stress peut faire des choses étranges. Je sais ce que fait le stress. Il m'a donné le sourire doux et impuissant qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait qu'un désaccord disparaisse. Pourquoi ne vas-tu pas t'allonger? Je dirai à ta mère que tu as besoin d'une pause dans tes tâches. Cela semblait protecteur, mais il n'a pas demandé si j'avais besoin d'un médecin. À la 4e semaine, mes vêtements ont commencé à flotter différemment. Ma ceinture avait besoin d'un autre trou. Mes joues paraissaient plus creusées sur les photos. Maman a attribué ce changement à mes habitudes alimentaires. Tu sautes le petit déjeuner. Je mange à l'école. Tu as à peine touché au dîner. Je me sentais mal. Encore une fois. Quoi? Un nouveau symptôme chaque jour. Papa continuait de manger. Ethan a regardé entre nous. Peut-être qu'elle a une de ces maladies qu'on trouve en ligne quand on cherche un mal de tête. Maman a ri. Exactement. Je n'ai rien cherché du tout. Tu n'as pas besoin de le faire, a-t-elle dit. Tu as une idée dans la tête et ton corps la suit. J'ai regardé vers papa. Il a baissé les yeux sur son assiette.
Ce silence a fait plus de mal que l'accusation de maman. Elle pouvait se tromper parce qu'elle croyait en elle-même. Papa pouvait voir l'incertitude et choisir quand même de ne pas y intervenir. Plus tard cette nuit-là, je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain portant le même jean que je portais 3 semaines plus tôt. Il ne tenait plus à ma taille sans ceinture. Je n'avais pas essayé de perdre du poids. Je ne faisais pas plus d'exercice. Au contraire, je bougeais moins parce que je me sentais si faible. J'ai pris une photo dans le miroir, puis je l'ai effacée. La garder semblait dramatique. À la 6e semaine, je ne pouvais plus cacher les déplacements aux toilettes à l'école. J'ai quitté un examen d'anglais 2 fois et failli tomber en retournant à mon bureau la seconde fois. Le professeur m'a attrapé le bras avant que je ne heurte le mur. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le bureau de l'infirmière Camille Brox. Elle n'a pas commencé par me demander si j'étais anxieuse. Elle a demandé ce qui avait changé. La différence était si peu familière que j'ai failli pleurer. L'infirmière Brox travaillait dans mon école depuis des années. Elle se souvenait de mes crises d'anxiété de 4e, mais elle ne les a pas utilisées pour expliquer ce qu'elle voyait. Elle a mesuré mon pouls et ma tension artérielle, puis m'a demandé de me lever. La pièce a basculé immédiatement. « Rassois-toi. »« Je vais bien. »« Non, tu compenses. » Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais sa voix était calme plutôt qu'accusatrice. Elle a consulté mon dossier de santé scolaire et a comparé mon poids actuel avec le chiffre enregistré plus tôt cette année-là. « Tu as perdu une quantité significative de poids. Ma mère dit que je ne mange pas assez. Essaies-tu de perdre du poids? » Non. À quelle fréquence as-tu soif? Constamment. Et pour les toilettes? Je lui ai dit. Elle a posé des questions sur la vue floue, les nausées, la fatigue et les vertiges. J'ai répondu oui tant de fois que j'ai commencé à avoir honte. L'infirmière Brox l'a remarqué. Tu n'es pas en faute, Sophie. Je sais. Alors pourquoi as-tu l'air d'attendre d'être punie? Je n'avais pas de réponse qui puisse tenir dans le cadre de ce rendez-vous. Elle a appelé maman. Je n'ai entendu que la voix de l'infirmière Brox, mais c'était suffisant. Je comprends que Sophie a des antécédents d'anxiété. Ces symptômes nécessitent tout de même une évaluation médicale. Une pause. Non, je ne pose pas de diagnostic. Autre pause. Une perte de poids involontaire et une soif persistante sont des préoccupations objectives. Je recommande qu'elle soit évaluée aujourd'hui. Quand l'appel a pris fin, l'infirmière Brox a tout noté par écrit. Maman est arrivée 25 minutes plus tard. Elle est entrée dans le bureau en portant encore son badge de la clinique dentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un vertige pendant un examen, a dit l'infirmière Brox. Maman m'a regardé. As-tu mangé ce matin? Oui. Que as-tu mangé? Un sandwich à l'école. Quel genre? Je ne me souviens pas. Maman s'est retournée vers l'infirmière. Elle fait ça quand elle est sous pression académique. L'infirmière Brox est restée assise. L'anxiété n'élimine pas le besoin d'investiguer des symptômes physiques. Je n'ai pas dit le contraire. Je recommande une évaluation urgente. Son cabinet de pédiatrie habituel a fermé. Nous attendons un rendez-vous pour un nouveau patient. Il y a des cliniques de soins urgents. La mâchoire de maman s'est serrée. Nous avons une assurance, mais cela ne veut pas dire que chaque épisode nécessite une visite d'urgence. Je ne pose pas de jugement financier. Je documente une recommandation médicale. Ce mot, documenter, a changé quelque chose. Maman a regardé le dossier sur le bureau de l'infirmière Brox. Très bien, je vais l'emmener. La clinique de soins urgents était bondée et maman a passé la majeure partie de l'attente à me dire combien de travail elle avait laissé en plan. J'espère que tu comprends que j'ai dû laisser 2 employés sans manager. Je suis désolé. Et s'il nous renvoie à la maison avec des instructions de repos et d'hydratation, tu dois l'accepter. Je le ferai. Tu ne peux pas continuer à transformer chaque semaine stressante en urgence familiale. Je n'ai pas demandé à l'infirmière Brox d'appeler. Tu lui en as dit assez pour lui faire croire qu'elle le devait. Le soignant qui m'a examiné a ordonné des analyses de sang de base et un test d'urine. À ce stade, mes symptômes étaient sérieux, mais je n'étais pas encore dans l'état que le docteur Chen verrait plus tard.
Le soignant a dit que la déshydratation pouvait expliquer une partie des vertiges. Les résultats complets du laboratoire ne seraient pas disponibles avant notre départ. Avant de me laisser sortir, elle a dit à maman que j'avais besoin d'un suivi pédiatrique rapide si les symptômes persistaient et que la clinique appellerait si les tests montraient quelque chose de préoccupant. Maman a entendu les mêmes instructions que moi. Dans la voiture, elle m'a tendu une bouteille d'eau. Voilà, tu étais déshydraté, a-t-elle dit. Nous avons encore besoin d'un suivi si les symptômes persistent. Ils persistent déjà. Maman a démarré le moteur. Tu dois arrêter de chercher la pire interprétation. La clinique a appelé le lendemain matin pendant que je me préparais pour l'école. Maman a répondu dans la cuisine. Au début, elle a dit très peu de choses. Puis son ton est devenu sec. Elle semble aller mieux aujourd'hui. Je m'étais arrêté en bas des escaliers. Non, elle ne s'est pas évanouie. Une pause. Nous sommes entre deux pédiatres. Je vais m'en occuper. Autre pause. J'ai dit que je m'en occuperais. Elle a mis fin à l'appel et a posé son téléphone face contre le comptoir. Qu'ont-ils dit? Ta glycémie était élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela peut arriver quand tu es stressé ou quand tu as mangé. Ai-je besoin d'un autre test? Ils veulent qu'un pédiatre fasse un suivi. Quand? Maman a pris son café. Quand nous aurons le nouveau rendez-vous? Devrions-nous les appeler aujourd'hui? Sophie, je gère des rendez-vous pour gagner ma vie. Je sais comment fonctionne la prise de rendez-vous. Mais ils ont appelé et j'ai répondu. Cela a mis fin à la conversation. À l'école, l'infirmière Brox a demandé si j'avais été évalué. Je lui ai parlé de la visite aux soins urgents, mais pas de l'appel téléphonique. Je ne comprenais toujours pas ce que voulait dire une glycémie élevée, et le répéter me semblait être comme accuser maman de faire quelque chose de mal. L'infirmière Brox a demandé si un suivi avait été organisé. Ma mère s'en occupe. Elle m'a observé attentivement. Très bien. Si les vertiges, les nausées, la soif ou la vue floue s'aggravent, viens directement ici. J'ai promis. Les symptômes se sont aggravés. Je ne suis pas retourné directement la voir. Je continuais de me souvenir de maman quittant le travail. Je me souvenais de la facture des soins urgents pliée dans son sac à main. Je me souvenais de papa parlant de la perte d'heures supplémentaires à l'entrepôt. Chaque demande d'aide commençait à ressembler à une facture portant mon nom. 2 jours plus tard, maman a dit à papa pendant le dîner que les résultats des soins urgents étaient essentiellement normaux. J'ai levé les yeux. Je croyais que ma glycémie était élevée. C'était un seul chiffre. Il voulait un suivi. Et je m'en occupe. Papa a regardé maman. Est-ce quelque chose dont nous devons nous inquiéter? Non. Il a hoché la tête. C'était tout ce qu'il fallait. Un mot de maman a effacé l'appel téléphonique, l'infirmière scolaire, la perte de poids et 6 semaines de symptômes. Je me demandais si j'avais tout mal compris. Puis ma vue s'est floutée si fortement que je ne pouvais plus lire l'horloge à l'autre bout de la pièce. J'ai commencé le cahier le lendemain matin. C'était un simple cahier à spirale restant des cours de chimie. Sur la première page, j'ai écrit la date et énuméré tout ce dont je pouvais me souvenir, combien de fois j'avais rempli ma bouteille d'eau, à quelle fréquence j'avais quitté le cours pour les toilettes, les vertiges pendant mon examen, le rendez-vous aux soins urgents. L'appel concernant ma glycémie. Je ne l'appelais pas « preuve ». Je l'appelais « journal des symptômes » parce que « preuve » ressemblait à quelque chose que l'on rassemble contre une autre personne. Au début, les entrées étaient courtes. À la fin de la semaine, elles remplissaient des pages entières. J'écrivais les heures auxquelles je me réveillais la nuit pour boire de l'eau. J'enregistrais les nausées, la vue floue, les mains tremblantes et les jours où je ne pouvais pas finir mes repas. J'ai commencé à me peser dans le bureau de l'infirmière scolaire parce que notre balance de salle de bain avait disparu. Maman disait qu'elle était cassée. Je l'ai trouvée plus tard au fond du placard du couloir. Le cahier me faisait me sentir moins confuse. Si j'écrivais quelque chose au moment où cela se produisait, maman ne pouvait pas me faire douter plus tard de la réalité de l'événement. Mais le garder m'effrayait aussi. Chaque nouvelle page prouvait que mon état s'aggravait. Ma tante Rachel a vu le changement avant que quiconque dans la famille ne l'admette. Elle est venue dîner un dimanche après plusieurs mois de contact limité avec maman.
Rachel et maman pouvaient transformer presque n'importe quel sujet en dispute, les visites étaient donc devenues rares. Quand Rachel m'a prise dans ses bras, ses mains se sont arrêtées sur mes épaules. « Sophie, as-tu perdu du poids ?» Maman a répondu depuis la cuisine. Elle a été stressée par l'école. Rachel continuait de me regarder. « Te sens-tu bien ? » « Je suis juste fatiguée. »« As-tu vu un médecin ?» Elle est allée aux soins urgents, a crié maman. Ils ont dit qu'elle était déshydratée. Rachel a regardé vers la cuisine. C'était tout ? Oui. La réponse est arrivée trop vite. Rachel l'a remarqué. Donc, les tests étaient bons ? Maman est entrée en portant un bol. Je ne t'ai pas invité ici pour faire l'audit de l'historique médical de ma fille. J'ai posé une question et j'y ai répondu. Rachel s'est retournée vers moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu as mon numéro. Maman a posé le bol sur la table plus fort que nécessaire. Sophie a 2 parents. Je sais. Le reste du dîner a été d'une politesse douloureuse. Avant de partir, Rachel m'a serré la main. J'ai failli lui parler de l'appel téléphonique. Puis maman est apparue à côté de nous avec le manteau de Rachel et le moment a disparu. Cette nuit-là, j'ai écrit la question de Rachel dans le cahier. Non pas parce que c'était un symptôme, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un m'avait regardé et semblait croire que la réponse pouvait avoir de l'importance. Le nouveau cabinet de pédiatrie ne pouvait pas me recevoir immédiatement. Maman a programmé le premier rendez-vous disponible pour les nouveaux patients, qui était encore à plusieurs semaines. Elle traitait cette date comme la preuve que la situation était sous contrôle. Pendant ce temps, la clinique de soins urgents a ajouté ses résultats complets et sa recommandation de suivi au portail patient en ligne. Maman contrôlait le compte. Papa y avait aussi accès. Pas moi. J'ai appris plus tard qu'il avait ouvert l'alerte un soir en payant la facture des soins urgents. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que j'avais entendu mes parents parler doucement dans leur chambre. Je passais devant quand papa a dit, il est écrit glycémie anormale et un suivi rapide est recommandé. Maman a baissé la voix. Je n'ai pas pu entendre sa réponse. Puis papa a dit, tu es sûr ? Maman a répondu assez fort pour que j'entende, j'ai déjà parlé avec eux. Quelques secondes plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte. Papa m'a trouvé debout dans le couloir. Depuis combien de temps es-tu là ? J'allais aux toilettes. Il a jeté un coup d'œil derrière lui. Ton rendez-vous est programmé. Qu'est-ce que le portail disait ? Rien que ta mère n'est pas gérée. Ma glycémie était encore anormale. Il a posé une main sur mon épaule. Essaie de ne pas te monter la tête avant qu'on ne sache quoi que ce soit. Tu sais que je ne me donne pas soif tout seul. Je sais que tu ne le fais pas exprès. Cette distinction est restée avec moi. Il ne pensait pas que je mentais. Il pensait que mon esprit créait une crise physique sans ma permission. Cela lui permettait de se montrer compatissant sans agir. Au cours des 3 dernières semaines avant le rendez-vous, mon corps a semblé se consumer lui-même. Marcher entre les salles de classe me laissait sans souffle. J'ai arrêté de prendre des quarts de travail à la bibliothèque parce que je ne pouvais plus ranger de livres sans m'asseoir. Maman a qualifié ce horaire réduit de réponse raisonnable au stress. Mes notes ont chuté. Elle y a vu une confirmation. L'infirmière Brox a encore appelé à la maison après que j'ai failli m'évanouir pendant le déjeuner. Elle a informé maman que je ne pouvais pas reprendre les activités périscolaires sans certificat médical. Maman était furieuse. Elle a un rendez-vous. L'école exige un certificat avant toute nouvelle participation. Vous la punissez sur le plan académique. C'est une restriction de santé. Quand maman a raccroché, elle s'est tournée vers moi. Voilà ce qui arrive quand tu continues de rapporter chaque sensation. J'ai failli m'évanouir. Mais tu ne l'as pas fait. J'arrive à peine à tenir la journée. Alors repose-toi jusqu'au rendez-vous. Arrête d'impliquer d'autres personnes. Je suis monté à l'étage et j'ai ajouté la conversation à mon cahier. Mon écriture était devenue tremblante. La nuit précédant le rendez-vous, les nausées m'ont gardé éveillé. J'ai vomi une fois, bu 2 verres d'eau et vomi à nouveau. Je suis resté assise sur le sol de la salle de bain jusqu'à ce que papa me trouve. Tu es malade. Je vous le dis depuis longtemps.
Son visage s'est durci. Je veux dire, vraiment malade. Les mots ont frappé plus fort qu'il ne l'avait prévu. Que pensais-tu que je voulais dire avant? Il a détourné le regard. Je vais chercher ta mère. Maman a apporté un linge froid et m'a ordonné de m'allonger. Quand j'ai demandé si nous devions aller à l'hôpital, elle a dit que le rendez-vous chez le pédiatre n'était qu'à quelques heures. C'est exactement pour cela que nous l'avons programmé. Je voulais lui rappeler que le rendez-vous n'avait pas été pris parce qu'elle me croyait. Il existait parce que mon ancien cabinet avait fermé et que l'école exigeait un certificat. J'étais trop épuisé pour me disputer. Avant de retourner au lit, j'ai placé le cahier à spirale sous mon matelas. J'avais commencé à l'écrire parce que je voulais que quelqu'un me croie. À ce moment-là, j'avais peur que personne ne le trouve avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, maman m'a dit de m'habiller pour le rendez-vous. Pouvoir boutonner ma chemise m'était à peine possible. Papa a suggéré de m'aider à aller jusqu'à la voiture avant le petit déjeuner. Maman a insisté sur le fait que je devais manger quelque chose pour que le médecin ne confonde pas la faim avec la maladie. J'ai pris 2 bouchées et repoussé l'assiette. C'est là que maman m'a accusé d'essayer de me faire paraître plus malade. Je me suis levé pour me défendre. La cuisine a basculé. Vous savez déjà ce qui s'est passé après cela. Le comptoir a glissé de ma main. J'ai heurté le placard et je m'apprêtais à m'effondrer. Papa m'a aidé à me relever au lieu d'appeler une ambulance. Maman m'a emmené au rendez-vous, croyant qu'un nouveau pédiatre prouverait enfin que rien de grave ne tournait pas rond. Le lecteur de glycémie a affiché son avertissement. Le docteur Chen a ordonné d'autres tests. Maman a résisté au transport d'urgence. Le docteur Chen a trouvé suffisamment d'éléments dans mon état, mes réponses et les dossiers transférés pour appeler la protection de l'enfance. Au moment où le deuxième appel téléphonique s'est terminé, des sirènes sont devenues audibles à l'extérieur de la clinique. C'est là que le début de mon histoire a rattrapé la vérité. Et c'est alors que le docteur Chen a enfin donné un nom au danger. Les ambulanciers sont entrés avec un brancard. Maman s'est interposée entre eux et la table d'examen. C'est inutile. Son père peut la conduire. Le docteur Chen n'a pas bougé. Sophie est en acidocétose diabétique. Je n'avais jamais entendu ce terme auparavant. Papa, oui. Sa prise s'est serrée autour du dossier de la chaise. Diabétique. Son corps n'a pas assez d'insuline pour utiliser correctement le glucose, a expliqué le docteur Chen. Il a commencé à décomposer les graisses à un rythme dangereux, créant des acides appelés cétones. Son sang devient acide. Maman a secoué la tête. Personne dans notre famille n'a de diabète. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Des antécédents familiaux ne sont pas requis. Elle ne mange pas tant de sucre que ça. Cela n'a pas été causé par ce que Sophie a mangé. Chaque phrase retirait une autre explication que maman avait préparée. Le docteur Chen a poursuivi, la déshydratation, la perte de poids, la soif, les mictions fréquentes, les nausées, la vue floue, la confusion et l'évanouissement correspondent tous à la même urgence médicale. Papa s'est assis. Combien de temps cela prend-il pour arriver? Le processus auto-immun peut se développer avec le temps. Ces symptômes indiquent qu'elle a besoin d'une évaluation depuis des semaines. Maman m'a regardé comme si je lui avais caché le diagnostic. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était aussi grave? Je l'ai fixé. Je vous l'ai dit. La pièce est devenue silencieuse. Un ambulancier a positionné le brancard à côté de moi pendant qu'un autre attachait du matériel de surveillance. Maman a essayé de les suivre par la porte. Le docteur Chen l'a arrêté suffisamment longtemps pour rendre les conséquences claires. Sophie a besoin d'un traitement hospitalier maintenant. Sans cela, elle pourrait perdre connaissance, tomber dans le coma ou mourir. Papa s'est couvert la bouche. Le visage de maman s'est vidé de toute expression. Pour la première fois, aucun d'eux ne m'a dit que je surréagissais. L'ambulance m'a emmené à l'hôpital pour enfants. Un ambulancier a posé une voie intraveineuse pendant qu'un autre me posait des questions pour mesurer à quel point j'étais confuse. Je connaissais mon nom. Je connaissais l'année. Je ne pouvais pas me rappeler le nom du directeur de mon école. À l'hôpital, l'équipe d'urgence a agi rapidement mais prudemment. Ils m'ont donné des liquides, ont répété les analyses de sang et ont commencé un traitement à l'insuline contrôlé.
J'ai passé la première nuit en soins intensifs pédiatriques parce que corriger trop rapidement une acidocétose diabétique pouvait créer d'autres complications. Chaque heure, quelqu'un vérifiait ma glycémie, mes réponses neurologiques, mes électrolytes et mon hydratation. Maman et papa sont arrivés après l'ambulance. Une travailleuse sociale de l'hôpital les a rencontrés avant qu'ils ne soient autorisés à entrer dans ma chambre. Quand maman est enfin entrée, elle avait l'air furieuse et effrayée en même temps. Tu as dit à ce médecin que nous t'avions refusé des soins médicaux. J'ai répondu à ces questions. Tu as fait croire que nous t'avions ignoré. C'est ce que vous avez fait. Papa a fermé la porte derrière eux. Laura, pas maintenant. Maman s'est tournée vers lui. La protection de l'enfance est impliquée, Daniel. Il n'y aura peut-être pas de plus tard. J'étais relié à une perfusion d'insuline, 2x4, des moniteurs cardiaques et un brassard de tension artérielle qui se serrait automatiquement. Elle parlait encore de ce que je leur avais fait. Papa s'est rapproché du lit. Comment te sens-tu? Fatigué. Je suis désolé. Maman l'a regardé. Pourquoi? Il n'a pas répondu. Une infirmière est entrée et leur a rappelé que j'avais besoin de repos. Maman a tenté de continuer, mais l'infirmière a maintenu la porte ouverte jusqu'à ce que mes deux parents sortent. Ce petit acte m'a presque fait pleurer. Un adulte avait remarqué que j'étais dépassé et avait changé la situation sans exiger que je le prouve. Le lendemain matin, un endocrinologue pédiatrique m'a expliqué le diagnostic, diabète de type 1, permanent. Mon système immunitaire avait attaqué les cellules de mon pancréas qui produisaient de l'insuline. Désormais, l'insuline serait quelque chose dont mon corps aurait besoin de l'extérieur. Je devrais surveiller ma glycémie, apprendre comment la nourriture et l'activité l'affectaient, reconnaître les hausses et les baisses dangereuses et transporter du matériel partout où j'irais. J'ai posé la question qui se formait depuis que le docteur Chen avait parlé. Est-ce que l'anxiété l'a provoqué? Non. Les jeux aggravés en pensant aux symptômes? Non. Est-ce parce que j'ai mangé quelque chose de mauvais? Non. Les réponses ont été immédiates. Aucune hésitation, aucune accusation cachée. Le médecin a expliqué que je n'avais pas provoqué la maladie. L'urgence était devenue grave parce que la condition était restée sans traitement. À quel point j'étais proche de mourir? Il n'a pas dramatisé la réponse. Sans traitement ce jour-là, le risque était très réel. Après son départ, j'ai fixé le plafond. Je m'attendais à ce que la validation fasse du bien. À la place, j'ai ressenti du chagrin. Chaque symptôme avait été réel. Chaque fois que je m'étais remise en question, mon corps continuait d'avancer vers l'effondrement. Chaque adulte de ma maison avait eu l'occasion de m'aider. Avoir raison ne me rendait pas ces semaines. Cela me montrait seulement à quel point de danger j'avais survécu. Tessa Alvarez s'est présentée le deuxième après-midi. C'était l'enquêtrice de la protection de l'enfance assignée au signalement du docteur Chen. Elle n'est pas entrée avec des policiers ni n'a menacé d'emmener quiconque. Elle a apporté un cahier, s'est assise à côté du lit d'hôpital et a demandé si je me sentais assez bien pour parler. Est-ce que mes parents vont entrer? Pas pendant notre conversation. Sauront-ils ce que je dis? Ils recevront des informations pertinentes pour l'enquête. Mais je veux ton récit avec tes mots. J'ai regardé vers la porte. Ils vont être en colère. Est-ce que cela t'a empêché de dire aux adultes quand tu avais besoin d'aide? La question était douce. Cela la rendait plus difficile à éviter. Oui. Tessa a commencé par les symptômes. Elle a demandé quand ils avaient commencé, à qui j'en avais parlé et ce qui s'était passé chaque fois. J'ai décrit l'infirmière scolaire, les soins urgents, l'appel téléphonique, la conversation sur le portail, les vomissements et l'évanouissement. Chaque fois que je minimisais quelque chose, elle me demandait des faits plutôt que mon interprétation. Au lieu de demander si maman m'avait négligé, elle a demandé si maman avait programmé le suivi recommandé. Au lieu de demander si papa s'en souciait, elle a demandé ce qu'il avait fait après avoir vu le message du portail. Il était plus facile de répondre à des faits qu'à des jugements. Finalement, elle a demandé si j'avais écrit quoi que ce soit. Mes yeux se sont encore tournés vers la porte. J'ai un cahier. Où est-il? Sous mon matelas. Est-ce que quelqu'un d'autre sait qu'il existe? Non. Aimerais-tu qu'il soit inclus dans l'enquête?
J'ai hésité. Lui donner le cahier semblait différent de répondre à des questions. Il contenait des dates, des symptômes, des conversations et des pensées privées. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une version de la réalité que ma mère n'avait pas modifiée. Que se passera-t-il si vous le lisez? Cela peut t'aider à établir ce que tu as vécu. Et quand ma mère le lira-t-elle? Pas sans raison juridique et examen approprié. J'ai hoché la tête. Je veux que vous l'ayez. Tessa a demandé s'il y avait un parent adulte avec qui je me sentais en sécurité. J'ai pensé à tante Rachel, me demandant si les tests des soins urgents avaient vraiment été bons. La sœur de ma mère. Rachel est arrivée à l'hôpital ce soir-là. Elle est entrée dans ma chambre, a vu les moniteurs et le matériel d'insuline, et s'est arrêtée de marcher. Oh, Sophie. Elle n'a pas demandé pourquoi je ne l'avais pas appelée. Elle n'a pas demandé ce que j'avais dit à la protection de l'enfance. Elle s'est assise à côté de moi et m'a tenu la main. Maman l'a affrontée dans le couloir moins de 20 minutes plus tard. Je pouvais les entendre toutes les deux à travers la porte. Tu n'as aucun droit d'être ici, a dit maman. Sophie leur a donné mon nom. Elle est malade et confuse. Elle était malade et confuse chez toi aussi. Tu as toujours voulu prouver que tu pouvais mieux gérer ma famille que moi. Cela n'a rien à voir avec notre enfance. Tu en as fait une affaire d'enfance dès le moment où tu as accepté de parler à la protection de l'enfance. La réponse de Rachel était calme. J'ai accepté parce que Sophie a besoin d'un endroit sûr pour se rétablir. Maman est entrée dans ma chambre sans frapper. Tu prévois de rentrer à la maison avec Rachel? Je ne sais pas. Tu le sais. Tu leur as donné son nom. Tessa est intervenue derrière elle. Aucune décision de sortie n'a été finalisée. Sophie n'est pas responsable de la gestion de votre réaction à l'enquête. Maman l'a fixée. C'est ma fille. C'est pourquoi vos décisions sont évaluées. Papa se tenait à plusieurs mètres derrière maman. Il avait l'air épuisé. Il aurait pu interrompre. Il ne l'a pas fait. L'enquête a rassemblé les dossiers de l'infirmière Brox, de la clinique de soins urgents, du docteur Chen et de l'hôpital. Les notes de l'infirmière Brox montraient des vertiges répétés, une perte de poids, une soif excessive, l'utilisation fréquente des toilettes et des recommandations d'évaluation. Rachel est allée à notre maison avec l'autorisation de collecter des vêtements et des objets personnels pour moi. Je lui ai dit où trouver le cahier à spirale. Quand elle l'a apporté à l'hôpital, il était scellé dans une enveloppe de preuves transparente. Le voir ainsi m'a rendu malade. Et s'il pense que je l'ai écrit après coup, ai-je demandé. Rachel a secoué la tête. Les dates, l'écriture qui change, les détails de l'école. Ils vont tout examiner. J'ai l'impression de les accuser. Tu as écrit ce qui t'arrivait. Ce sont toujours mes parents. Je sais. Je ne veux pas qu'ils soient arrêtés. Il s'agit de te garder en sécurité. Tu as le droit de vouloir la sécurité sans vouloir la vengeance. Cette distinction comptait. L'hôpital ne me laisserait pas sortir avant qu'un tuteur approuvé ne comprenne mon plan d'insuline et ne puisse le suivre de manière fiable. Tessa a mené une évaluation d'urgence de la maison et des antécédents de Rachel. Rachel a suivi la formation initiale sur le diabète à côté de moi. Maman s'est opposée à cet arrangement, mais elle refusait toujours de reconnaître que son jugement n'avait pas présenté de sécurité. Papa a finalement accepté le plan de sécurité temporaire. Quand les papiers ont été signés, j'ai été autorisé à quitter l'hôpital avec Rachel plutôt que de rentrer à la maison. Je me suis senti soulagé. Puis je me suis détesté de me sentir soulagé. Avant la sortie, une éducatrice en diabète a posé sur la table un lecteur de glycémie, des bandelettes de test, des fournitures d'insuline et des instructions d'urgence. L'ensemble paraissait incroyablement grand. Tu n'apprendras pas tout en un jour, m'a-t-elle dit. Le but est de savoir ce qui te garde en sécurité aujourd'hui et où obtenir de l'aide demain. Rachel a pris des notes, pas des notes secrètes cachées sous un matelas, mais des notes ordinaires écrites à la vue de tous parce que personne dans la pièce n'essayait de prouver que la maladie n'existait pas. Je me suis entraîné à vérifier ma glycémie. Mes mains tremblaient pendant la première tentative. Je ne peux pas faire ça tous les jours. Tu n'as pas besoin de ne pas avoir peur, a dit l'éducatrice. Tu dois seulement apprendre un pas à la fois. Rachel s'est entraînée à côté de moi. Quand elle faisait une erreur,
elle demandait à l'infirmière de répéter l'instruction. Elle ne devenait ni gênée ni défensive. C'était nouveau pour moi aussi. Maman et papa ont assisté à une session d'éducation requise séparée, mais compléter la session n'a pas changé le plan de sortie. Savoir comment administrer l'insuline ne prouvait pas qu'il respecterait la maladie en dehors d'un cadre supervisé. La maison de Rachel était plus petite que la nôtre. La chambre d'amis avait été utilisée comme débarras, mais elle a libéré assez d'espace pour mes vêtements et mes livres d'école. Un calendrier était accroché au mur de la cuisine. Mon rendez-vous d'endocrinologie y était déjà inscrit. Il en allait de même pour le suivi avec le docteur Chen, une réunion avec Tessa et les dates à lesquelles Rachel collecterait les devoirs à l'école. Rien n'était caché. Ce premier soir, je me suis tenu près de l'évier avec un verre vide à la main. Rachel l'a remarqué. « Tu peux le remplir. »« Je sais. »« Tu n'as pas besoin de permission pour boire de l'eau ici. » Les mots étaient simples. Je me suis tourné vers l'évier avant qu'elle ne puisse voir mon visage. Pendant des semaines, l'eau avait été traitée comme la preuve que je me fixais sur des symptômes. Chez Rachel, c'était juste de l'eau. Le rétablissement n'a pas été immédiat. Mon corps n'était plus en acidocétose diabétique, mais je restais faible. Mes niveaux de glycémie fluctuaient au fur et à mesure que l'équipe médicale ajustait l'insuline. Je me réveillais la nuit de peur de manquer un signe d'avertissement. Rachel prenait de mes nouvelles sans me faire sentir surveillé. Quand j'avais besoin d'aide, elle m'aidait. Quand je pouvais faire quelque chose moi-même, elle me laissait faire. Maman a appelé le deuxième soir. Sa première question ne portait pas sur ma glycémie. « Est-ce que Rachel t'a dit qu'elle et moi nous disputions depuis que nous sommes enfants ?» Non. Elle a toujours cru que j'étais contrôlante. J'ai regardé le calendrier au mur. « Maman, je suis fatigué. J'ai besoin que tu me comprennes. » La protection de l'enfance n'a entendu qu'un seul côté. Ils ont les dossiers médicaux. Ils ont des dossiers sans contexte. Quel contexte change le fait que les soins urgents t'ont dit de faire un suivi? Ils n'ont pas dit que tu mourrais. Ils ont dit que ma glycémie était anormale. Tu n'étais pas en cétose alors. C'était le moment d'éviter d'en arriver là. Le silence a duré plusieurs secondes. Puis maman a dit, « Rachel t'a mis des mots dans la bouche. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient après, mais je n'ai pas rappelé pour m'excuser. Papa m'a parlé séparément le lendemain. J'aurais dû insister plus fort. J'ai attendu. Je pensais que ta mère avait géré le suivi. Tu as vu le message du portail. J'en ai vu une partie. Tu m'as dit de ne pas me monter la tête. Sa voix est devenue tendue. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. Moi non plus. C'est pour cela que j'avais besoin de toi. Il a commencé à pleurer doucement. Quelques semaines plus tôt, cela m'aurait poussé à le réconforter. Cette fois, j'ai laissé le silence rester le sien. Ethan m'a envoyé un message cette nuit-là, « Tu rentres à la maison ». J'ai tapé plusieurs réponses et les ai effacées. Enfin, j'ai écrit, « Pas encore ». Il a répondu, « Maman dit que la protection de l'enfance te force à rester là-bas ». J'ai regardé les mots pendant un long moment. Puis j'ai écrit, « Les médecins et la protection de l'enfance s'assurent que mon traitement est sûr ». 3 petits points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Son dernier message était court, « Je suis désolé d'avoir fait des plaisanteries. » Je ne lui ai pas dit que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Mais il avait 12 ans et il avait appris ses plaisanteries auprès des adultes responsables de lui enseigner mieux. J'ai répondu, « Nous pourrons parler plus tard. » L'enquête se poursuivait, et la partie suivante allait déterminer si mes parents avaient simplement mal compris mes symptômes ou s'ils avaient reçu suffisamment d'informations pour savoir qu'ignorer ces symptômes était dangereux. Tessa est revenue chez Rachel avec une chronologie. Elle l'a posée sur la table de la cuisine à côté de mon cahier. Les premières entrées venaient de l'infirmière Brox, perte de poids documentée, vertige répété, soif excessive, utilisation fréquente des toilettes, 2 recommandations d'évaluation médicale. Puis sont venus les dossiers des soins urgents. Le bilan de laboratoire montrait une glycémie élevée. La clinique avait appelé maman et recommandé un suivi pédiatrique rapide. La note de communication indiquait que maman avait dit que je semblais aller mieux. Une deuxième tentative de contact avec notre foyer avait généré une alerte sur le portail patient. Tessa a tourné la page.
Le portail montre que le message a été ouvert par ta mère. Le compte du foyer enregistre l'accès. Nous déterminons encore qui a consulté chaque entrée, mais vos deux parents avaient des identifiants. Elle m'a montré le texte de l'alerte, résultat anormal. Les symptômes persistants nécessitent une évaluation rapide. Consultez un service d'urgence en cas de vomissement, confusion, faiblesse s'aggravant, changement respiratoire ou perte de connaissance. J'ai lu la liste 2 fois. La nuit précédant le rendez-vous, j'avais plusieurs de ces symptômes. Maman a dit qu'il voulait seulement un suivi de routine. Le dossier ne soutient pas cette description. Une autre page montrait le rendez-vous programmé pour les nouveaux patients. Il n'avait pas été créé en réponse à l'avertissement des soins urgents. C'était le rendez-vous existant requis parce que mon ancien cabinet avait fermé et que l'école exigeait un certificat. Maman n'avait pas organisé de nouveaux soins après l'appel. Elle avait attendu un rendez-vous qui était déjà sur le calendrier. Cette différence était assez petite pour être cachée dans une conversation familiale. Sur le papier, elle était inestimable. Tessa avait également interrogé Ethan. J'ai eu peur quand elle me l'a dit. Est-il en difficulté? Non. Vont-ils l'emmener aussi? Sa sécurité est évaluée séparément. Je ne peux pas discuter de chaque détail, mais dire la vérité ne le met pas en difficulté. Qu'a-t-il dit? Il a décrit quelque chose dont il a été témoin concernant le téléphone de ta mère. Je me suis souvenu du matin où la clinique de soins urgents avait appelé, mais Ethan était à l'étage en train de se préparer pour l'école. L'incident s'était produit plus tard. Tessa a expliqué qu'une notification de suivi était apparue pendant qu'Ethan utilisait le téléphone de maman pour jouer à un jeu. Il le lui a tendu parce que l'aperçu contenait mon nom et les mots résultat anormal. Maman a ouvert le message. Ethan l'a vu le lire. Puis elle a fermé la notification et lui a dit que la clinique surréagissait parce que j'avais de l'anxiété. Il m'avait répété la phrase des jours plus tard sans comprendre d'où elle venait. Quand Tessa a demandé si papa savait, Ethan s'est souvenu de les avoir entendus discuter du portail dans leur chambre, la même conversation que j'avais surprise depuis le couloir. Ethan n'avait pas compris la portée médicale, mais il avait compris que maman avait vu quelque chose qu'elle a prétendu plus tard ne pas avoir reçu. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'ai imaginé mon frère assis en face d'une enquêtrice, réalisant qu'une plaisanterie qu'il avait répétée venait d'une preuve que notre mère avait rejetée. Il doit avoir peur. Il a peur, a dit Tessa. Il veut aussi que tu saches qu'il a dit la vérité. La réunion familiale finale a eu lieu au bureau du comté. Rachel s'est assise à côté de moi. Tessa s'est assise en bout de table. Maman et papa sont entrés ensemble, mais la distance entre eux les faisait paraître séparés. Maman portait un dossier rempli d'impressions sur les symptômes d'anxiété. Elle l'a posé sur la table. L'anxiété peut causer la soif, les vertiges, les nausées, la vue floue et l'évanouissement. Tessa n'a pas touché au dossier. La question médicale a été résolue. Sophie a un diabète de type 1. J'explique pourquoi nous avions des raisons raisonnables de croire que les symptômes avaient une autre cause. Votre croyance initiale est pertinente. Votre réponse aux informations contradictoires l'est davantage. Maman a regardé papa. Dis-lui. Papa n'a pas parlé. Daniel. Il a fixé la chronologie. Tessa lui a demandé directement, avez-vous consulté l'alerte du portail des soins urgents? Oui. Le mot était presque inaudible. Maman s'est penchée vers lui. Tu l'as consulté après que je leur ai parlé. Je l'ai vu avant le rendez-vous de Sophie. Et je t'ai dit que je m'en étais occupé. Tessa a poursuivi, qu'avez-vous compris que le message exigeait? Papa s'est frotté les deux mains sur le visage. Un suivi. Dans quel délai? Il était écrit rapide. Avez-vous vérifié qu'un suivi avait été organisé en raison de ce résultat? Nous avions un rendez-vous. Le rendez-vous existait déjà. Avez-vous contacté le cabinet de pédiatrie pour signaler la glycémie anormale? Non. Avez-vous rappelé les soins urgents? Non. Avez-vous cherché des soins d'urgence quand Sophie a commencé à vomir? Non. La chaise de maman a raclé contre le sol. Tu étais d'accord avec moi. Papa l'a regardé. Je ne voulais pas me disputer. Son visage a changé. Ce n'est pas la même chose que d'être d'accord.
Non, a-t-il dit. C'est pire. Tout le monde est resté immobile. Papa s'est tourné vers moi. J'ai vu l'avertissement. Ta mère a dit qu'elle s'en était occupée. Et j'ai choisi de ne pas chercher plus loin parce que je savais qu'elle serait en colère. Je me suis dit que je lui faisais confiance. En réalité, je me protégeais moi-même. Maman l'a fixé comme s'il l'avait trahi. Tu m'accuses pour te sauver toi-même. Je ne me sauve pas. Tu lui as dit de se reposer. Tu lui as dit que c'était le stress. Je sais. Tu étais assise à la même table. Je sais. Pour la première fois, papa n'a pas adouci sa réponse pour rendre maman à l'aise. Mais son honnêteté ne m'a pas fait me sentir en sécurité avec lui. Elle a rendu la forme de son échec plus claire. Maman s'est tournée vers moi. Tu vois ce qu'ils font? Ils essaient de séparer cette famille. J'ai regardé la chronologie entre nous. Non, ils ont écrit ce qui s'est passé. Tu penses qu'un dossier comprend notre famille mieux que moi? Le dossier a cru que j'étais malade avant toi. Maman a ouvert la bouche, puis s'est arrêtée. Tessa a mis fin à la réunion quand la colère de maman s'est réorientée vers moi. À l'extérieur du bâtiment, Rachel m'a demandé si je voulais m'asseoir dans la voiture avant de rentrer. J'ai secoué la tête. Je veux partir. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé en arrière une fois. Papa se tenait près de l'entrée, seul. Maman marchait déjà vers leur voiture. Leur alliance avait protégé la version de la réalité de la famille pendant des années. Une réponse véridique l'avait brisée. Le comté a établi la négligence médicale. Cette phrase semblait sévère parce qu'elle était sévère. Cela ne signifiait pas que mes parents étaient immédiatement arrêtés ou définitivement déchus de tout droit parental. Cela signifiait que l'enquête avait trouvé suffisamment de preuves vérifiées pour conclure que leur décision m'avait mis en danger grave. L'agence a déposé ses conclusions auprès du tribunal pour enfants et a recommandé que je reste avec Rachel pendant que mes parents compléteraient un plan de prise en charge. Le plan exigeait une éducation au diabète, un suivi psychologique individuel, une thérapie familiale lorsque cela serait cliniquement approprié, la coopération avec les professionnels de santé et la preuve que mon traitement ne serait plus jamais rejeté ou retardé. Maman a suivi les cours. Elle a appris comment l'insuline fonctionnait. Elle a appris les signes de glycémie haute et basse. Elle a réussi les évaluations écrites, mais le savoir n'avait jamais été le seul problème. Pendant les contacts supervisés, elle continuait de parler comme si la blessure centrale était le fait que la protection de l'enfance l'ait remise en question. J'ai fait tout ce qu'ils ont demandé, m'a-t-elle dit lors d'une visite. À un moment donné, tu dois admettre que cela est allé trop loin. Une superviseuse était assise à quelques mètres. Tu penses toujours que c'est moi qui l'ai provoqué, ai-je dit. Je pense que tu as présenté les symptômes d'une manière qui les rendait difficiles à séparer de l'anxiété. L'infirmière scolaire les a séparés. Elle t'a vu quelques minutes. Les soins urgents les ont séparés. Ils n'ont pas diagnostiqué le diabète. Ils t'ont dit de faire un suivi. Maman a serré les lèvres. Tu es devenu très à l'aise pour juger les adultes. J'ai senti l'ancien instinct remonter, m'excuser, baisser la voix, rendre la pièce plus facile. Au lieu de cela, j'ai regardé vers la superviseuse. Je veux mettre fin à la visite. Maman s'est penchée en avant. Sophie. La superviseuse s'est levée. Elle a demandé à ce que la visite prenne fin. Maman m'a fixé comme si elle ne reconnaissait pas la personne assise en face d'elle. La vérité était que je commençais seulement à me reconnaître moi-même. Papa a abordé le plan différemment. Il a suivi une thérapie et a arrêté de décrire son silence comme de la confiance. Pendant les visites supervisées, il posait des questions sur ma glycémie et mes rendez-vous, mais il ne prétendait pas qu'une inquiétude médicale pouvait réparer immédiatement la confiance émotionnelle. J'aimerais tellement que tu me dises que je suis pardonné, a-t-il admis une fois. Je ne suis pas prête. Je sais que tu étais là. Je sais que tu l'as entendu. Je sais. Chaque réponse faisait mal, mais il ne s'est pas défendu. C'était le début de la responsabilité. Ce n'en était pas l'aboutissement. Ethan est resté à la maison sous un plan de surveillance séparé. Il n'avait pas été privé de soins médicaux, mais la protection de l'enfance exigeait que nos parents coopèrent avec l'école et les professionnels de santé responsables de lui. Rachel l'a amené à certaines de nos visites.
La première fois que nous avons été seuls ensemble, il s'est assis les mains coincées sous les cuisses. Je leur ai parlé du téléphone de maman. Je sais. Est-elle en colère contre moi? Oui. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai tout gâché. Non, elle a dit que les familles étaient censées se protéger les unes les autres. Tu m'as protégé. Il avait l'air incertain. Alors pourquoi cela fait-il du mal? Parce que dire la vérité peut faire du mal aux gens. Cela ne rend pas le mensonge plus sûr. Il a essuyé ses yeux sur sa manche. Je croyais vraiment que tu faisais la comédie. Je sais. Ce n'est plus le cas. Je l'ai cru. L'examen du tribunal pour enfants a eu lieu plusieurs semaines après mon placement chez Rachel. Je n'ai pas eu à étaler ma douleur devant une salle d'audience bondée. Un tuteur désigné pour représenter mes intérêts a parlé avec moi en privé et a transmis mes souhaits au tribunal. J'ai dit que je voulais rester avec Rachel pendant l'année scolaire. Je voulais avoir des contacts avec Ethan. J'étais prête à maintenir des contacts limités avec papa s'il suivait le plan. Je ne me sentais pas en sécurité à l'idée de retourner sous la garde de maman. Le dire à haute voix m'a laissée tremblante. Rachel s'est assise à côté de moi après coup. Tu n'as pas choisi cette situation, m'a-t-elle rappelé. J'ai choisi de ne pas rentrer à la maison. Tu as choisi l'endroit où ton traitement est respecté. J'ai toujours l'impression de les avoir abandonnés. Tu étais l'enfant dans cette maison, Sophie. J'ai regardé mon lecteur de glycémie posé à côté de mon cahier. Je ne me sens plus comme une enfant. Cela ne veut pas dire que tu étais responsable de l'éducation de tes parents. Le tribunal a approuvé le maintien du placement chez un proche. Maman et papa ont conservé leurs droits parentaux, but leur autorité sur mes soins médicaux quotidiens est devenue conditionnelle. Les contacts sont restés structurés. La réunification exigerait plus que des attestations de présence. Elle exigerait une sécurité démontrée. Quand la décision a été expliquée, maman a pleuré. Papa a baissé la tête. J'ai pleuré aussi. Il n'y avait aucune victoire à regarder ma famille changer de forme, mais il y avait du soulagement à savoir que je ne serais pas forcé de retourner dans le même silence simplement parce que les adultes responsables étaient mécontents des conséquences. Pour la première fois, ma sécurité n'était pas traitée comme une simple opinion. Plusieurs mois plus tard, mes niveaux de glycémie étaient devenus plus stables. Je suis retourné à l'école progressivement. Au début, j'assistais à des demi-journées. Puis j'ai repris un horaire complet avec un plan médical qui m'autorisait à vérifier ma glycémie, boire de l'eau, manger si nécessaire et rendre visite à l'infirmière Brock sans demander à un professeur de décider si mes symptômes étaient légitimes. La première fois que je suis retourné dans son bureau, elle a souri. Tu as l'air plus forte. Je me sens plus forte. Ce ne sont pas toujours les mêmes choses. Je sais. Elle a examiné mon plan médical et l'a placé dans mon dossier scolaire. Cette fois, la documentation ne ressemblait pas à une preuve contre quelqu'un. Elle ressemblait à une protection. Je suis finalement retourné à la bibliothèque pour des quarts de travail plus courts. Ma superviseuse a gardé une chaise près du comptoir de prêt et a appris où je rangeais mon matériel d'urgence. Personne n'a traité ces aménagements comme des faveurs. Ils faisaient simplement partie du maintien de ma sécurité. Rachel n'est jamais devenue un substitut parfait pour la famille que j'avais perdue. Elle est devenue quelque chose de plus utile, constante. Elle respectait les rendez-vous. Elle posait des questions quand les instructions n'étaient pas claires. Elle s'excusait quand elle faisait des erreurs. Elle n'a jamais exigé de gratitude pour avoir fourni des soins. Notre relation s'est développée à travers des jours ordinaires plutôt qu'à travers des promesses dramatiques. Ethan venait régulièrement. Il a arrêté d'utiliser le langage de maman sur l'attention et l'exagération. Parfois, il posait trop de questions sur mon lecteur de glycémie. Parfois, il évitait complètement le sujet. Nous avons appris à être à nouveau frères et sœurs. Papa a progressé vers des contacts limités en dehors du bureau du comté après des mois de thérapie et d'éducation médicale. Il n'a pas regagné ma confiance parce qu'un document disait qu'il avait rempli les exigences. La confiance est revenue par fragments. Il arrivait quand il disait qu'il arriverait. Il écoutait sans corriger mes souvenirs. Il ne me demandait pas d'adoucir la vérité pour maman. Lors d'une visite, il a posé ses mains sur la table et m'a regardé. Je pensais que le fait d'être le parent calme me rendait le parent sûr. J'ai attendu.
Ce n'était pas le cas. J'étais calme parce que tu portais le conflit pour moi. C'était le premier pardon qu'il m'accordait qui ne contenait pas d'excuses. J'ai accepté les excuses. Je n'ai pas promis le pardon. Les visites de maman sont restées supervisées. Elle avait appris les faits médicaux, mais elle traitait encore l'enquête comme quelque chose qui lui avait été fait. Elle voulait que la famille soit restaurée avant de reconnaître pourquoi elle s'était brisée. Lors de notre dernière visite de cette année scolaire, elle m'a dit que Rachel m'avait encouragé à devenir distante. Je me suis levé. Je pars si tu continues de lui rejeter la faute. J'essaie de parler à ma fille. Alors parle de ce que tu as fait. J'ai fait une erreur. Tu as pris plusieurs décisions. Son expression s'est durcie. Tu as mémorisé leur langage. Non, j'ai écrit ce qui s'est passé avant même de les rencontrer. Elle a détourné le regard. Le cahier restait la seule chose qu'elle ne pouvait pas expliquer comme une influence extérieure. J'ai mis fin à la visite plus tôt. Pendant des jours après cela, une partie de moi s'est demandé si j'avais été cruel. Cet instinct ne disparaissait pas simplement parce que je le comprenais. J'avais passé des années à croire que maintenir la paix était la preuve de l'amour. Maintenant, je comprenais que la paix créée par le silence d'une personne n'était pas la paix. C'était une permission. Par un lundi matin calme, je m'assis à la table de la cuisine de Rachel avant l'école. Un verre d'eau reposait à côté de moi. Mon lecteur de glycémie affichait une valeur stable. J'ai ouvert le vieux cahier à spirale et j'ai écrit le chiffre sous la date. Les premières pages étaient remplies de détails désespérés, la soif, les vertiges, les déplacements aux toilettes, la vue floue, des conversations que personne ne croyait s'être produites. Les pages plus récentes étaient différentes, relevés de glycémie, notes d'insuline, questions pour mon endocrinologue, choses que j'avais apprises, choses que j'avais encore besoin d'apprendre. Sur le mur au-dessus de la table, le calendrier de Rachel montrait mon prochain rendez-vous d'endocrinologie bien en vue. Pas de messages cachés, pas d'alertes effacées, personne ne décidant que mon corps était trop gênant pour être cru. J'ai regardé le cahier un moment, puis je l'ai fermé. Je n'en avais plus besoin pour prouver que ce que j'avais vécu était réel. Je le gardais parce que ma santé m'appartenait. Et j'avais enfin appris que demander de l'aide ne me rendait ni dramatique, ni déloyal, ni faible. Cela signifiait que je m'étais cru moi-même assez tôt pour survivre.